les derniers qui sont debout à s'asseoir. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette nouvelle soirée du Club d'Iéna. Vous êtes plus de 300 ce soir, si je ne m'abuse. Et pour commencer cette soirée, je voudrais passer la parole à Nicolas Barnier, qui a un petit mot à vous dire. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. Donc, cette conférence est organisée dans le cadre du Club d'Iéna, comme vous avez pu le voir, présidé par Louis Vogel. Et je voulais juste donner une petite précision, c'est qu'avec sa confiance et celle de ses équipes, on a souhaité en fait développer une aile, une branche européenne dans le cadre de ce club qui nous permet d'inviter des personnalités européennes sur des thématiques européennes. Alors, on a eu dans un premier temps Arnaud Danjean il y a quelques semaines qui nous a parlé d'Europe de la défense. Un sujet d'ailleurs d'actualité, puisqu'il y a le sommet de l'OTAN au Royaume-Uni actuellement, et puis là, le Brexit, un sujet aussi clair que de l'eau de roche. Et donc, merci d'être là pour nous préciser quelques points. Et ensuite, on aura, donc notez bien cette date, on a la chance d'accueillir le 28 janvier Nicolas Hulot, pour une thématique que vous pouvez un peu deviner, qui nous parlera voilà, si l'humanité peut être à la hauteur du défi écologique. Donc voilà, le 28 janvier, il y aura une conférence au même endroit, probablement à la même heure, et vous êtes évidemment conviés pour ça. Voilà, donc je cède la parole à Frédéric pour la suite. Bonne conférence. Merci beaucoup, Nicolas. Sachez aussi que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a donné son accord pour une soirée qui sera organisée en avril ou en mai. Ce sera une soirée organisée en partenariat avec l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise. Et Nicolas, vous remerciez Louis Vogel de vous permettre d'organiser ce cycle. Sachez que Louis Vogel et l'équipe du Club d'Iéna m'a aussi dit de vous dire qu'ils étaient très heureux de la précieuse aide que vous pouvez leur apporter. Je vous propose qu'on commence cette soirée. Louis Vogel, je vous représente en quelques lignes. Vous êtes avocat, professeur, vous êtes d'ailleurs l'ancien président de l'université Panthéon-Assas. Vous êtes maire de Melun, vous êtes cofondateur et trésorier d'Agir, la droite constructive. Et puis vous avez écrit de nombreux ouvrages, j'en cite 3, Justice année zéro, Les 7 péchés capitaux de l'Europe et l'université, une chance pour la France. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit. Votre fils le disait, il y a des jobs probablement plus faciles. Je laisse la parole à Louis Vogel. Merci Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. La tâche qui m'incombe est impossible, on ne présente plus Michel Barnier, donc court. Mais Michel Barnier, vous vous êtes toujours intéressé aux questions européennes et cette passion pour l'Europe, vous l'avez eue très tôt. En fait, Nicolas m'a confié des secrets. J'ai entendu dire qu'à 16 ans, vous avez été marqué par cette image du chancelier allemand, à l'époque Konrad Adenauer, reçu par le général de Gaulle à l'Élysée. Et ce sera le déclic de votre engagement dans le mouvement gaulliste. Savoyeur de cœur, diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, vous êtes élu député de Savoie pour la première fois en 1978. À 27 ans, vous devenez le plus jeune député de France, fonction à laquelle vous serez continuellement réélu. En 1981, alors que vous êtes jeune député, vous dévalez une piste avec le triple champion olympique Jean-Claude Killy. Et vous lui parlez des difficultés d'accès en Savoie et de la rusticité des infrastructures. Et pour ceux qui vont parfois à Bourg-Saint-Maurice, et dont je suis, avant, c'était complètement différent d'après. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de plaisir aujourd'hui qu'autrefois à y aller. Vous lancez alors à votre ami, ce qu'il faudrait, c'est organiser les Jeux Olympiques. Tout irait beaucoup mieux en Savoie. C'est alors qu'en mars 1982, vous êtes élu président du Conseil général de Savoie, après avoir construit une entente politique qui prend le nom d'Union pour la Savoie, déjà une union entre la droite et le centre. Dès votre élection à la présidence du Conseil général, vous vous engagez avec Jean-Claude Killy pour organiser les 16e Jeux d'Albertville et de Savoie. 10 ans plus tard, ça a pris du temps, vous apportez à la ville qui vous a vu grandir les Jeux et Albertville devient ville olympique. C'est l'une de vos plus grandes fiertés, car ce fut l'occasion de rassembler des milliers de Savoyards autour du même projet.
10 ans de travail pour 15 jours de fête, comme vous le rappelez souvent. L'organisation des Jeux et vos différents mandats locaux attirent l'attention d'Édouard Balladur, qui vous nomme en 1993 ministre de l'Environnement. Après 2 ans passés à la tête de ce ministère, Jacques Chirac décide d'utiliser vos compétences européennes en vous nommant ministre des Affaires européennes de 1995 à 1997. Après la dissolution, vous êtes élu sénateur de Savoie. En 1999, avec la confiance de Jacques Chirac, vous devenez pour la première fois commissaire européen en charge de la politique régionale et des réformes institutionnelles. Après 5 ans en responsabilité dans l'exécutif européen, le président de la République vous demande de revenir en France en 2004 pour prendre la tête de la diplomatie française. Vous devenez ministre des Affaires étrangères. L'enlèvement de 2 journalistes, Christian Chesneau et Georges Malbruno, par un groupe terroriste en Irak, vous conduit notamment dans les pays du Proche-Orient pour mener avec les services de l'État les négociations pour obtenir leur libération qui a lieu après 124 jours de captivité le 21 décembre 2004. En tant que ministre des Affaires étrangères, vous êtes également impliqué dans l'action diplomatique française en vue de la libération de Florence Aubenas. Celle-ci est libérée après 157 jours de captivité. En 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy, vous devenez ministre de l'Agriculture et de la Pêche, avant de décider de vous présenter aux élections européennes de juin 2009. Tête de liste Île-de-France et coordinateur national de la campagne des européennes, vous êtes élu député européen avec un score historique, plus de 30%. Quelques mois plus tard, vous devenez pour la 2e fois commissaire européen en charge du marché intérieur et des services financiers. Alors que la crise des subprimes bat son plein et que la finance mondiale est au bord de l'implosion, vous ne ménagez pas vos efforts pour remettre de l'éthique dans la finance en faisant adopter plus de 41 textes de régulation. À l'issue de ce mandat, vous devenez pendant 2 ans conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité auprès de la Commission. Ces nouvelles responsabilités, vous les prenez quelques semaines après les attentats de Paris et dans la foulée de ceux de Copenhague, qui ont incité l'Union européenne à rechercher une réponse sécuritaire face à la montée de l'islamisme. Mais en juillet 2016, votre stature de grand Européen vous conduit à devenir le négociateur en chef de l'Union pour le Brexit, suite à la décision historique des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Vous devenez alors le personnage principal d'une incroyable saga diplomatique et politique. Face aux responsables du Royaume-Uni, paralysés par l'ampleur de la tâche et la peur du vide, vous faites preuve d'un flegme tout britannique. Et surtout, vous réussissez à maintenir l'unité des 27. Votre rôle dans cette affaire est unanimement salué par tous les bords. Vous avez fait plusieurs fois le tour de l'Europe, rencontré à différentes reprises tous les dirigeants des États membres, en tête-à-tête ou en réunion générale pour que l'Union continue de parler d'une seule voix. Vous n'avez pas ménagé vos efforts. Vous avez rencontré les parlementaires nationaux, les syndicats, les diplomates, les parlementaires européens. Chaque délégation de chaque pays a été conviée aux réunions de travail hebdomadaires. Votre capacité de dialogue, unanimement reconnue, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, vous a mandaté pour poursuivre les négociations après le Brexit afin de définir la future relation entre l'Union et le Royaume-Uni. Un travail de titan. Nous vous remercions très chaleureusement, cher Michel Barnier, de votre présence ce soir pour nous présenter le Brexit vu de l'intérieur. Comment vous y êtes-vous pris? Quelles leçons avez-vous tirées de ces négociations? Quel avenir prévoyez-vous à l'Union sans la Grande-Bretagne et à la Grande-Bretagne sans l'Union? Comment construire un nouveau partenariat dont nous avons besoin? Beaucoup de questions, beaucoup d'attentes. Je vous cède la parole. Bien. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup de prendre le temps, dans la diversité de vos engagements, malgré les soucis professionnels, les transports un peu compliqués à partir de ce soir, de ce temps d'écoute et de dialogue sur un sujet, comme le disait Nicolas,
pas toujours aussi clair que de l'eau de roche, mais que je vais essayer de clarifier devant vous. En tout cas, j'espère que cette réunion vous sera utile pour comprendre cet enjeu du Brexit qui est beaucoup plus important que la seule relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui porte des questions, qui porte des critiques, qui porte des enseignements qui vont au-delà, d'ailleurs, je pense, pour l'ensemble du projet européen. D'abord, merci donc à chacun, et notamment aux parlementaires qui sont ici, sénateurs ou députés, ou leurs équipes. Merci à Louis Vogel de cette invitation. Je trouvais que j'étais un peu trop long là dans la présentation. En remontant assez loin et peut-être trop loin, quand on est le Benjamin de l'Assemblée nationale, ce qui m'est arrivé en 1978, on constate que c'est un titre qu'on perd très vite. Donc je l'ai perdu assez vite. Mais je n'ai pas perdu, je dois vous le dire, ceux qui m'ont connu à cette époque, il y en a quelques-uns parmi vous, ni la capacité d'enthousiasme, ni la capacité d'indignation que j'avais à cette époque. Voilà. Donc je garde intactes ces deux capacités-là. Alors merci à vous, Louis, et à votre équipe. Nicolas, je dois dire honnêtement que, bien sûr, vous avez fait appel à mon fils Nicolas que, par d'autres circuits pour vous aider sur ce pôle européen. Il ne serait pas mon fils, mais il avait une telle capacité de conviction que j'aurais quand même dit oui. Hein, c'est pas, voilà, je vais vous dire ça. Voilà. Et il a son propre parcours par ailleurs. Je vais essayer de vous dire quelques mots de cet enjeu, de cette négociation extraordinaire. Et je le fais avec plaisir parce que, comme vous l'avez souhaité, en m'invitant, je prends le temps chaque semaine, quelque part en Europe, de parler aux gens de cet enjeu. La négociation, elle ne peut pas être secrète et l'Europe ne doit plus être discrète. Je suis très frappé, comme l'homme politique que je reste, dans ce pays, de voir à quel point on ne parle pas, on ne sait pas parler, on ne veut pas parler de l'Europe. Y compris ceux, d'ailleurs, qui la font quotidiennement, les ministres, les députés européens. Je suis très frappé de voir combien d'hommes politiques français, de gauche, de droite ou du centre, rasent les murs quand on parle d'Europe, n'assument pas, n'expliquent rien. Et c'est comme ça que se crée chez nous cette distance dangereuse. Comment elle s'est créée de la même manière au Royaume-Uni, à force d'avoir des hommes politiques qui n'assument pas, n'expliquent pas, et souvent même trouvent confortable de faire de Bruxelles bashing, hein, car c'est la faute de l'Europe. Donc j'ai décidé de prendre un peu de temps pour chaque semaine expliquer, notamment à des publics plus jeunes, comme c'est le cas ce soir, de quoi il s'agit. Je voudrais essayer de le faire en mettant de quelques slides plus faciles à comprendre quelquefois que des discours. Il y a quelque temps, c'était le 8 janvier 2018, un personnage important dans le débat du Brexit, M. Nigel Farage, m'a demandé un rendez-vous. Alors moi, je dis, ma porte est ouverte, je reçois tout le monde. C'est quelqu'un de très particulier, Nigel Farage. Hein. Alors je l'ai reçu, et au cours de cet entretien assez stimulant, hein, qui a duré 40 minutes, je lui ai posé deux questions. Une dont je vais vous parler maintenant, et puis la deuxième dont je vous parlerai à la fin de mon propos. Je lui ai dit, Monsieur Farage, il me dit, je vais vous expliquer pourquoi on a fait le Brexit. Je dis, ça m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas tout compris. Et à un moment donné, je l'ai interrompu, je lui ai dit, mais Monsieur Farage, votre bus rouge, celui avec lequel vous êtes promené dans tout le Royaume-Uni, ce qui est marqué dessus, ce n'était pas vrai. Ces 350 millions de livres que vous avez promis de récupérer chaque semaine depuis Bruxelles, de les rapatrier pour les mettre dans le service de santé britannique, ça a été ça la campagne, hein, de M. Farage et de M. Johnson. C'était pas vrai. Alors là, il m'a, sans complexe, il me dit « Ah ça, vous avez raison. J'avais dit à Boris qu'il ne fallait pas le faire. » Mais ils l'ont fait quand même. Et ils ont promené ce bus un peu partout. Ce qui me permet de dire, dans le Brexit, il y a les conséquences du Brexit que j'essaie de gérer comme négociateur. Je vais en dire un mot. Mais il y a aussi les leçons du Brexit. Hein. Il y a beaucoup de leçons du Brexit. Et je recommande aux citoyens, aux hommes et aux femmes politiques de notre pays, comme des autres, de prendre le temps de comprendre les leçons, d'écouter le sentiment
populaire qui s'est exprimé par ce vote. Parce que ce sentiment populaire, c'est peut-être trop tard pour le Royaume-Uni, mais ce n'est pas trop tard pour les autres pays européens que d'essayer de le comprendre, de l'écouter, de lui répondre. Mais parmi les leçons du Brexit, je l'ai dit à Farage publiquement, il y a aussi le fait qu'il faut dire la vérité aux citoyens. C'est une question de respect pour les gens. Et la vérité n'a pas été dite à cette époque. Maintenant, 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe pour protester. Et encore une fois, il faut écouter et comprendre. Ça a été un électrochoc et nous avons compris que les Britanniques voulaient se séparer. Comme toute séparation, il y a énormément de conséquences. Et les conséquences du Brexit sont innombrables. Ça a été d'ailleurs le premier propos que j'ai tenu devant des journalistes à Bruxelles lorsque M. Juncker m'a demandé précisément de prendre cette fonction. Je me souviens très bien de ce moment-là, c'était à Varsovie, où je l'avais accompagné, je m'occupais de sécurité à ses côtés comme conseiller spécial, et nous étions allés, il m'avait demandé de l'accompagner pour un entretien avec le président Obama, au moment du sommet de l'OTAN, dont Nicolas parlait tout à l'heure, puisque ce sommet vient de se tenir dans des conditions assez compliquées à Londres. Mais le précédent a eu lieu à Varsovie, et à l'occasion de ce sommet, Jean-Claude Juncker m'a dit, quelques jours après le Brexit, c'était en juillet 2016, « Est-ce que tu veux bien prendre cette fonction ?» Je lui ai dit oui. Nous avons commencé à travailler sur cet enjeu. Qu'est-ce que j'ai fait immédiatement? J'ai constitué une équipe exceptionnelle. Voilà une grande partie de cette équipe. Comme ça, vous mettez des visages derrière une fonction. Ce n'est pas un travail solitaire, mesdames et messieurs, hein, que de s'occuper de cette négociation. Au total, nous étions une cinquantaine, directement branchés sur toutes les directions générales de la Commission. Et cette équipe était dirigée par, à mes côtés, cette femme, elle aussi exceptionnelle, qui est devenue depuis quelques mois la directrice générale du commerce, DG Trade, à la Commission européenne, Sabine Weyand, qui est allemande, et une deuxième femme qui est ici, Stéphanie Rizzo. Il y a peu de choses qui passaient quand j'étais entouré de ces deux femmes. Hein, je veux dire que, et Stéphanie Rizzo est aujourd'hui, depuis quelques jours, directrice adjointe du cabinet de Ursula von der Leyen à la Commission européenne. Donc voilà. Puis d'autres ont bougé, sont partis. Une équipe d'une cinquantaine de personnes, 17 nationalités dans ce groupe, et moitié hommes, moitié femmes. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et cette équipe, je suis en train de la compléter, de la changer, de la consolider pour faire face à la nouvelle situation. Donc je voulais simplement vous dire que c'est un travail collectif et nous avons choisi de faire deux choses au tout début. Un, d'avoir une méthode nouvelle pour une négociation extrêmement nouvelle. Et nous avons j'ai demandé au président de la Commission de pratiquer ce qui ne s'était jamais fait depuis 60 ans, une transparence totale. D'ailleurs, je préfère la transparence aux fuites, même si les journalistes préfèrent quelquefois avoir des fuites. J'ai décidé de tout dire, de publier en temps réel nos positions de négociation sur un site web et de pratiquer cette transparence avec ceux au nom desquels j'ai négocié, les 27 gouvernements et le Parlement européen. Et donc, pour vous compreniez bien la mécanique, c'est créer un groupe de 27 Brexit Delegates au sein du Conseil des ministres à Bruxelles. Et ce groupe s'est réuni 1 à 2 fois par semaine depuis 2 ans et demi. Et mon équipe a rendu compte au jour le jour, en temps réel, de cette négociation, de telle sorte que chaque Premier ministre a pu être informé en direct et en permanence. Et moi-même, j'ai participé 1 fois par semaine à une réunion du Brexit Steering Group créé au Parlement européen dans le même objectif. Donc les députés européens, les ministres, les premiers ministres ont été informés en permanence, ce qui fait que je peux dire que l'accord que nous avons créé avec M. Johnson finalement, après l'avoir créé avec Mme May, cet accord a été co-construit. C'était du co-building. Hein. Il n'y a pas eu de surprise. Ce qui explique, Louis, en grande partie, l'unité des 27. Cette unité, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est liée au sentiment de gravité créé par le Brexit, l'électrochoc de Brexit, qui s'ajoutait
ou qui était accompagné par d'autres électrochocs, la nouvelle attitude américaine à l'égard de l'Europe, le nouveau président américain, la situation de la Russie avec l'Ukraine, le conflit généralisé autour de la Méditerranée, en particulier en Libye et en Syrie, le terrorisme, sans parler de tous les autres enjeux. Donc le sentiment que pour faire face, il vaut mieux être ensemble, ce qui est évident, plutôt que chacun chez soi et chacun pour soi. Et donc, en fonction de ce sentiment de gravité, j'ai cultivé l'unité par cette méthode, auquel j'ai ajouté chaque semaine une visite dans un État membre pour rencontrer le Premier ministre, le gouvernement, le Parlement national, les syndicats, le patronat. Donc il n'y a pas de surprise. J'étais hier en Finlande, la semaine dernière en République tchèque, et je continue ainsi ces visites. Voilà comment nous cultivons l'unité. Et puis la deuxième chose que nous avons fait avec cette équipe, c'est de mettre à plat toutes les conséquences de la séparation, qui sont innombrables. Conséquences sociales, humaines, économiques, fiscales, financières, juridiques, techniques. Et c'est précisément ce que nous avons essayé de faire dans ce traité, pour que vous compreniez bien, ayant mis à plat toutes les conséquences, je vais en dire un mot, nous avons essayé d'apporter des réponses juridiques ou de la certitude là où le Brexit crée de l'incertitude, comme toute séparation. Alors, où le Brexit crée et pour qui crée-t-il de l'incertitude? Je voudrais vous l'expliquer à travers quelques exemples vécus. En mars 2018, dans le cadre de ma mission et de mes visites dans les États membres, je suis allé au Danemark. Et au Danemark, après avoir vu le Premier ministre, j'ai demandé d'aller à l'ouest du Danemark, dans un port du Jutland, pour rencontrer des pêcheurs danois, dont la caractéristique est qu'ils pêchent plus de 60% de leur capture dans les eaux territoriales britanniques de la mer du Nord. Qu'est-ce qui se passe pour ces pêcheurs? Et j'ai passé une bonne demi-journée sur un bateau, il faisait moins 22, la boîte savoyard, et ils pêchent notamment ce qu'on appelle les lançons, mais d'autres poissons aussi, c'est la pêche industrielle, 60% de leur capture dans les eaux territoriales britanniques. Qu'est-ce qui se passe avec ces pêcheurs et pour tant d'autres pêcheurs bretons, belges, néerlandais et naturellement irlandais, lorsque les Britanniques récupèrent la propriété intégrale et ne sont plus liés par la politique commune de la pêche? Voilà une conséquence du Brexit. J'ai reçu des centaines de lettres, des milliers de lettres de citoyens. C'est un deuxième exemple de conséquence. Nous avons répondu à chacun individuellement, mais ces citoyens expriment des questions sur leur statut. Il y a, mesdames et messieurs, 4,5 millions de personnes concernées directement dans leur statut personnel par le Brexit. 3,5 millions de citoyens britanniques, européens qui vivent à Londres ou au Royaume-Uni et qui travaillent et qui font vivre l'économie britannique, 3,5 millions. Et dans l'autre sens, 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent ou travaillent en Europe, beaucoup de retraités aussi. Tous ces hommes et ces femmes ont acquis des droits au fil des ans, des droits de résidence, des droits sociaux, portabilité des pensions, participation à la sécurité sociale du pays où ils habitent. Qu'est-ce que deviennent ces droits? Et donc beaucoup d'inquiétudes pour ces hommes et ces femmes. Voilà un deuxième exemple. Et puis un troisième exemple qui m'a beaucoup marqué dans l'une de ces visites en Irlande, c'était en mai 2018. Je suis allé à nouveau en Irlande du Nord, que je connais assez bien, et rencontrer des groupes d'hommes et de femmes qui travaillent de part et d'autre de la frontière entre le Nord et le Sud, entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et dans un village qui s'appelle Dungannon, au sud de Derry, Londonderry, où se sont passés des événements tragiques pendant le conflit entre unionistes et républicains. Un groupe de femmes m'a reçu en privé, il n'y avait pas de journalistes. Et ces femmes travaillaient de part et d'autre de la frontière avec des fonds sociaux européens pour la formation, l'insertion sociale, et ces femmes pleuraient, sans pudeur devant moi et devant mon équipe, devant Stavine Veillante qui était là.
Et plusieurs m'ont dit, on vous en supplie, faites en sorte que ça ne recommence pas. Que le conflit qui a coûté 4000 morts en Irlande du Nord, ne recommence pas. Voilà, ça ce sont des exemples des conséquences du Brexit. D'ailleurs, si vous devez chercher, je dis souvent le Brexit c'est lose-lose. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Personne, même pas M. Farage, n'a été capable de me montrer la valeur ajoutée du Brexit. Mais si vous cherchez un endroit où vous voyez le plus de conséquences négatives, le plus de risques pour le progrès, tout simplement, c'est l'Irlande, et l'Irlande du Nord. Et pourquoi j'ai toujours dit, et je pense qu'en Irlande, il ne s'agit pas seulement de frontières, de marchandises, de contrôle, il s'agit de la paix des hommes et des femmes. Voilà. Donc nous avons négocié, d'abord avec le gouvernement de Theresa May, qui est une femme courageuse, puis avec le gouvernement de M. Johnson depuis le mois de juillet dernier, et nous sommes parvenus à un accord. Pour être tout à fait clair, dans l'accord final obtenu avec M. Johnson, on retrouve à peu près 85% du contenu de l'accord réalisé avec Mme May. Et je voudrais vous montrer en quoi il consiste. Je reconnais que c'est une slide un peu techno. Hein. Enfin, voilà. Le droit des citoyens. 4,5 millions de personnes, je vous en ai parlé, ces droits sont garantis pour toutes ces personnes dans l'accord de retrait, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la durée de leur vie. Ça peut concerner, ça doit concerner quelques-uns de vos enfants ou parents. Évidemment, après le Brexit et après la fin de l'année 2020, je vous dirai pourquoi, c'est une autre histoire. Hein. Les gens qui arriveront au Royaume-Uni à ce moment-là, ou les Anglais qui viendront chez nous, seront liés par les politiques d'immigration. Et s'agissant de la politique migratoire britannique, je ne la connais pas. Et je veux dire simplement que si l'accord est ratifié, les droits des citoyens seront garantis comme on ne peut pas imaginer qu'il le soit plus sérieusement. Le règlement financier, c'était l'objet de beaucoup de débats. Les Britanniques parlaient de « exit bill ». Non, le budget européen est construit sur 7 ans, contrairement au budget d'une commune ou au budget du département de la Savoie, Jean-Pierre, François, que nous avons animé pendant si longtemps. Tous les 7 ans, au début de la période, les 28 gouvernements se mettent d'accord. Les 28 premiers ministres donnent leur accord. C'est le débat qui a lieu en ce moment pour la future période 2020-2028, et qui va être très dur. Donc, en 2014, on s'est mis d'accord, les 28. Et tout le monde a des accords. Et les Britanniques ont accepté leur part, qui est d'environ 14% de tout. Donc, ce que nous avons obtenu là, c'est simplement que ce qui a été décidé à 28 au début de la période soit payé à 28 jusqu'à la fin de la période. Ni plus, ni moins. Ça fait beaucoup d'argent. Je n'ai jamais prononcé de chiffres, donc je ne vais pas en prononcer ce soir. D'autant plus que plus le temps passe, plus cette somme diminue, puisqu'ils payent normalement. Mais l'engagement qui a été pris, c'était qu'en partant, ils payent le prix de leurs engagements pour la politique agricole, pour les fonds structurels, pour la coopération universitaire, etc. Voilà le deuxième point. La transition. C'est une demande de Theresa May qui nous a dit, après le Brexit, qui devait intervenir en mars l'année dernière, nous avons besoin de temps pour nous préparer, nos administrations, les entreprises, nous avons besoin d'un temps de transition. Et ce temps veut dire qu'au lendemain du Brexit, le jour où il quitte les institutions européennes, il quitte le Conseil des ministres, le Parlement, la Commission, la Cour des comptes, la Cour de justice, le Royaume-Uni reste dans l'union douanière et dans le marché unique pendant, c'était 2 ans. Il y a 1 an, ça ne sera plus que 11 mois à partir du mois de janvier, s'il quitte le 31 janvier. Et pendant ce temps-là, on maintient le statu quo du marché unique, de l'union douanière et des politiques européennes auxquelles les Britanniques participent avec tous les droits et toutes les obligations. Je reviendrai sur ce point qui est très important, parce que c'est le temps normalement de la négociation pour reconstruire tout ce qu'on aura détricoté à cause du Brexit. Il y a plein d'autres sujets de la séparation. J'en prends un comme ancien ministre de l'Agriculture. Nous avons en Europe un cadre de protection de ce qu'on appelle les indications géographiques. Certains trouvent ça, j'imagine que vous voyez bien les appellations protégées, le vin, le fromage, les vins, le fromage, pas seulement le Beaufort, le whisky écossais et d'autres, sont protégés.
Qu'est-ce qui se passe après le Brexit? Nous savons bien que les Américains produisent des produits que nous appelons chez nous le gorgonzola ou le whisky écossais. Et donc, des produits qui sont contrefaits. Donc, on se protège grâce à ces indications géographiques. On ne signe pas d'accord avec des pays qui ne prennent pas l'engagement très clair et formel de ne pas nous envoyer ou fabriquer des produits de cette nature qui sont protégés chez nous. Donc, nous avons trouvé un accord avec les Britanniques. Nous, dans nos prochains accords, quand ils seront partis, de protéger leurs indications géographiques, celles que nous avons protégées jusqu'à maintenant, notamment le whisky écossais, et eux, dans leurs futurs accords, s'engagent, avec les Américains, les Chinois ou d'autres, à protéger nos indications géographiques telles qu'elles ont été acceptées par eux en tant que membres de l'Union européenne. Voilà. Et puis il y a l'Irlande. L'Irlande, c'est quelque chose de très simple et de très sensible à la fois. Sur cette île, il y a deux pays, la République d'Irlande et une partie du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord. Entre le Royaume-Uni et l'Irlande, il y a une histoire lourde qui remonte à beaucoup de siècles. Il y a eu beaucoup de films et de livres sur cette histoire tragique. Mais il y a à peine 20 ans, s'est terminé le conflit d'Irlande du Nord, entre unionistes qui veulent garder l'union avec le Royaume-Uni et, dans sa totalité y inclut, l'Irlande du Nord, et puis les républicains qui, eux, plaident pour la réunification de l'île. Ce conflit a fait 4000 morts, je le répète. Et au terme de ce conflit a été signé ce qu'on appelle le Good Friday Agreement, qui est un document extrêmement important qui garantit la paix à travers 140 coopérations nord-sud et une condition vitale qui est qu'il n'y a plus de frontières. Donc vous êtes ici, dans cette pièce, là vous êtes, Louis, en République d'Irlande, vous traversez la pièce, au fond de la salle, vous êtes au Royaume-Uni, il n'y a pas de frontières. C'est un champ, une route, je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a plus de frontières. Et c'est la condition de la paix. Tout ça, c'est très bien, tant que ces deux pays sont dans le même marché unique, la même union douanière, la même union. Mais le jour où cette partie-là quitte le système qui est le nôtre, l'écosystème européen, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que nous avons une obligation, là aussi c'est un peu techno, mais je suis sûr que vous allez comprendre, qui est de contrôler sous différents aspects, les aspects fiscaux, les aspects phytosanitaires et sanitaires, les aspects réglementaires, tous les produits, chacun des produits qui rentrent dans l'Union européenne est contrôlé sous ces trois aspects. Protection des consommateurs, la lutte contre les maladies animales, et on se souvient d'où vient la vache folle, et j'ai eu à gérer beaucoup de crises animales, donc on en sait le coût. Produits phytosanitaires, les produits végétaux, la qualité alimentaire. Il y a des produits que nous ne voulons pas accepter sur notre marché pour des raisons sanitaires. On ne veut pas du poulet chloré américain, on ne veut pas des crevettes thaïlandaises. Je pourrais citer d'autres exemples. Les produits sont contrôlés du point de vue fiscal parce que quand on vient d'un pays tiers, on paye des taxes ou des droits de douane. Donc ça alimente le budget européen et le budget du pays concerné. Et puis on protège les entreprises contre la contrefaçon qui détruit 250 000 emplois par an en Europe, où on vérifie que les produits qui rentrent chez nous respectent les règles européennes que nous imposons à nos propres industriels, à nos propres artisans. C'est ça le contrôle à chacune des frontières de l'Union. Et donc, notre problème, il est là. 480 km de frontières, qui est ici la frontière extérieure de l'Union européenne et du marché unique. Et notre problème a été de trouver une solution pour faire les contrôles sans reconstruire de frontières, afin de garantir la paix. C'est finalement l'accord que nous avons trouvé le 17 octobre avec Boris Johnson, après 4 nuits et 4 jours de négociations. Un système complexe, mais qui est opérationnel, différent de celui que nous avions trouvé avec Mme May, qui permet de faire les contrôles. L'Irlande du Nord sera en quelque sorte dans notre marché unique des biens. Tous les produits qui rentreront en Irlande du Nord devront respecter nos règles et nos standards.
l'Union européenne appliquera, le Royaume-Uni appliquera en Irlande du Nord notre code douanier. Et tous les produits qui rentreront d'Irlande du Nord seront contrôlés à l'entrée. Et s'ils sont destinés au marché unique, qui est juste là, à côté, s'ils rentrent d'ici, en passant par l'Irlande du Nord pour venir ici, là, ils paieront les taxes si les droits de douane sont différents entre le Royaume-Uni et nous. Comprenez simplement, pour comprendre la différence, que ici, une vache qui vient d'Angleterre et qui rentre en Irlande du Nord dans le même pays, le Royaume-Uni, s'il n'y a pas de frontière là, il n'y aura pas de frontière, cette vache, elle rentre non seulement en Irlande du Nord, en République d'Irlande, mais elle rentre aussi en France. Elle rentre aussi en Allemagne ou en Belgique, immédiatement, mécaniquement. C'est ça le problème que nous avons dû régler à travers cet accord qui est maintenant opérationnel et qui ne justifie plus de nouvelles négociations. Voilà ce que je voulais vous dire de cette négociation qui est maintenant terminée. Nous sommes à un moment clé, puisque jeudi prochain, dans moins de 8 jours, auront lieu les élections que M. Johnson a provoquées pour dégager une majorité, puisque depuis maintenant 1 an et quelques mois, nous attendons que le Royaume-Uni soutienne et ratifie l'accord que nous avons trouvé avec son gouvernement. Et c'est ça que nous attendons, que l'accord fait avec le gouvernement britannique soit ratifié par le Parlement britannique, pour être simplement un accord opérationnel. Nous allons voir le résultat. Je ne vais pas faire de commentaires sur cette élection, parce que je ne peux pas être instrumentalisé dans la campagne électorale, et donc je ne vais pas faire de commentaires, sauf pour dire qu'il y a 3 scénarios. Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes du Sénat nous rejoint, que je remercie. Premier scénario, Johnson a une majorité claire, et nous savons, il l'a déjà dit, qu'il allait faire ratifier immédiatement cet accord qu'il appelle lui-même le Great New Deal. Cet accord sera ratifié par le Parlement britannique et sera ratifié aussitôt en janvier par le Parlement européen. Et il sera opérationnel et il sort le 31 janvier et nous pouvons commencer la suite. Soit il n'y a pas de majorité, c'est une situation bien connue, mais qui est faite d'incertitude, avec un risque, s'il n'y a pas de majorité pour décider quoi que ce soit à Londres, que nous fassions face à un risque de no deal, de sortie sans accord à la fin du mois de janvier. Donc je recommande à tous ceux que je rencontre en ce moment de bien rester prêts et vigilants pour faire face à ce risque de no deal qui existe toujours s'il n'y a pas de majorité. Et puis la troisième hypothèse, c'est celle d'une nouvelle majorité, composée du Parti travailliste de M. Corbyn, que j'ai d'ailleurs reçu 4 fois dans mon bureau, des libéraux démocrates et du Parti écossais, peut-être. Ce n'est pas à moi de dire quelle sera cette majorité, mais cette majorité-là, elle demandera à reprendre la discussion et elle demandera un temps supplémentaire pour organiser un référendum nouveau. Ça veut dire plusieurs mois de plus de délai. Voilà. Nous nous préparons à toutes les options, mais en particulier à la première. Je n'exprime pas de souhait, parce que dans cette option-là, où le traité est ratifié tout de suite, nous devons être prêts immédiatement. Nous n'avons pas de temps. C'est l'option, c'est le scénario le plus exigeant pour nous, pour engager la suite. Dans les autres options, pour le moment, il y aura des retards supplémentaires. Pourquoi faire ? Mesdames, Messieurs, pour reconstruire tout. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée au Brexit, mais dans cette circonstance, le point est que nous ayons tout détricoté, 44 années de coopération. Les Britanniques quittent 600 accords internationaux. Il va falloir qu'ils renégocient tous ces accords avec les partenaires qui étaient les nôtres, et donc les leurs aussi avec nous, sur le plan de l'aviation, du commerce et dans le monde entier. Ça, c'est leur problème. Mais nous devons, nous, reconstruire notre relation avec eux, puisqu'ils quittent tout. L'Union européenne, le marché unique et l'union douanière. Et donc c'est ça qui est en cause, et c'est ça qui est nécessaire. Parce que, évidemment, le Brexit, ce n'est pas une destination. Le divorce ou la séparation n'est pas une destination. C'est un moment difficile que nous avons essayé de traiter le mieux possible à travers cet accord,
Mais ce n'est pas une destination. Il faut ensuite, et après le Brexit, reconstruire tout. C'est ce que nous allons faire à travers cette nouvelle relation. Je voudrais télégraphiquement vous montrer en quoi elle consiste. 2 grands chapitres, ou 2 grands piliers, un pilier économique et un pilier de sécurité. Nous devons reconstruire une relation commerciale avec le Royaume-Uni. 60% des échanges britanniques, dans un sens ou dans l'autre, se font avec nous, le marché unique. Dans le marché unique aujourd'hui. Ils vont sortir, il faut que nous ayons une relation commerciale, ce qu'on appelle un Free Trade Agreement. Nous y sommes prêts à certaines conditions. Nous devons régler la question de la pêche dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc une négociation qui fait partie de l'accord commercial sur la pêche, pour mettre en balance l'accès de nos pêcheurs aux eaux territoriales britanniques et l'accès des produits britanniques transformés de la pêche à notre marché européen. Nous devons en construire toutes sortes d'accords sectoriels. Les Britanniques font partie du ciel unique, comme les Européens, comme les Français. Tous les avions qui atterrissent ou qui décollent sont gérés en commun, de manière fédérale. Les temps de travail des pilotes, les certifications des avions sont gérés en commun dans ce qu'on appelle le ciel unique, le single sky. Les Britanniques quittent mécaniquement. Nous devons trouver un accord pour que les avions britanniques atterrissent à Charles de Gaulle et que nos avions puissent atterrir à Londres. Et puis, la coopération en matière universitaire, qui est tellement importante, la coopération en matière de recherche. L'autre jour, j'ai reçu le directeur général de l'hôpital Gustave Roussy, qui d'ailleurs est un Néerlandais. Et il venait m'expliquer que cet hôpital spécialisé dans la lutte contre le cancer travaillait avec une dizaine d'hôpitaux européens dans un network pour mutualiser les efforts de recherche. C'est intelligent de faire ça contre cette terrible maladie. Et naturellement, ce programme est soutenu par l'Europe, par les fonds européens de recherche. Sauf que les Britanniques s'en vont. Parmi ces 10 hôpitaux, il y a l'hôpital de Cambridge. Comment ça se passe? Il faut reconstruire un accord entre nous, les 27, et le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni payera et contribuera, pour que l'hôpital de Cambridge puisse continuer à faire partie de ce network. Ça ne s'improvise pas, il faut un accord. Sinon, ils sont exclus. Voilà. La même chose pour Erasmus, les étudiants britanniques et les nôtres réciproquement. Et puis, il y a la sécurité intérieure. Comment ça se passe pour l'extradition? Il n'y a plus d'accord. Comment ça se passe pour Europol, qu'il quitte, pour Eurojust, qu'il quitte. Il y a plein de sujets comme ça qui exigent des accords particuliers que nous devons reconstruire. Et puis, il y a la politique étrangère et la défense, dont on parle beaucoup à Londres hier et aujourd'hui. Je ne parle pas de la coopération que nous avons dans le cadre de l'OTAN, qui va continuer. C'est le problème de la réforme de l'OTAN, c'est une autre question. Je ne parle pas de la coopération entre Français et Britanniques, bilatérale, qui va continuer. Je parle de ce que nous faisons au niveau européen, en tant qu'Union européenne, et que nous allons développer, accroître, augmenter avec les Britanniques. Et évidemment, c'est intelligent de bâtir une coopération en matière de sécurité, de défense, d'échange d'informations entre nos services d'intelligence, permettre aux Britanniques, s'ils le souhaitent, de participer à des opérations extérieures de l'Europe, dans certaines conditions, de participer à certains programmes de recherche ou d'investissement. Voilà. Mesdames et messieurs, ça c'est le travail que nous allons commencer. Ce travail que Mme Ursula von der Leyen m'a demandé de préparer et de conduire dans le prolongement de la négociation du Brexit, et nous sommes prêts immédiatement à le faire dès l'instant où il y aura une ratification. Si je dis un mot de ce sujet de l'économie, c'est pour expliquer l'un des enjeux de la future négociation. Cette slide est très connue, c'est ma slide favorite, il n'y a pas de droit d'auteur. Elle montre les différentes relations que nous avons avec des pays tiers sur le plan de l'économie, du plus intégré au moins intégré. Elle montre une chose, c'est que la meilleure relation avec l'Union européenne restera d'être membre de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement une banalité, ou ce n'est pas une banalité. Toute autre situation est moins favorable. Le second best, c'est le modèle norvégien, Liechtenstein, Islande. Ces pays ont souhaité ne pas être membres de l'Union,
La Norvège a même refusé d'être membre de l'Union, on lui avait proposé, mais ils ont demandé à être membres du marché unique. Et ils en respectent toutes les règles. Ce que les Britanniques ne veulent plus faire. Les Britanniques ne veulent plus reconnaître le rôle de la Cour de justice, ne veulent plus la libre circulation des personnes, ne veulent plus payer et ne veulent plus accepter notre cadre réglementaire européen sur les normes et les produits. Tout ce que les Norvégiens acceptent, les Britanniques n'en veulent plus. Ce sont leurs lignes rouges. Donc ils ferment la porte à ce modèle. S'ils n'ont pas les mêmes lignes rouges, ils peuvent être dans ce modèle. Ne plus être dans l'Union, mais être dans le marché unique. Et l'avant-dernier, c'est le modèle qui nous lie à la Turquie à travers une union douanière, mais qui exige, pour les produits, les marchandises, d'accepter une politique commerciale commune. Or, les Britanniques disent, nous, on veut retrouver notre liberté de négociation commerciale avec les Américains et les autres, on ne veut plus être liés par la politique de l'Union européenne. Très bien, bonne chance, mais ils ferment cette porte. Donc, ils sont là. Voilà. Sur le modèle de coopération que nous avons avec le Canada depuis 2 ans, depuis quelques mois avec le Japon ou avec la Corée du Sud. Un accord de libre-échange, 0 tarif, 0 quota. Sauf que, dans le cas du Royaume-Uni, nous ne sommes pas dans la même situation qu'avec le Canada ou la Corée. Pour 2 raisons. Le Royaume-Uni est là, à côté de nous, ça va sans doute durer, et il est totalement intégré à notre économie, ce qui n'est pas le cas du Canada ou de la Corée ou du Japon, parce qu'ils sont depuis 44 ans dans le marché unique. Et c'est, mesdames et messieurs, la première fois que nous allons négocier un accord de commerce dans un processus de divergence réglementaire et non pas de convergence. Tous les accords que nous avons faits jusqu'à maintenant, c'était avec des pays qui se sont rapprochés avec des normes plus proches, des standards plus proches, pour faciliter les échanges. Là, nous avons un pays qui nous quitte et qui veut diverger, puisque c'est une des raisons du Brexit. Ne plus pratiquer la liberté de circulation des personnes et ne plus respecter le cadre réglementaire européen. La question pour nous est très simple. Est-ce que cette divergence reste maîtrisée dans le temps, N+10, N+20, ou est-ce qu'elle devient un outil de compétition réglementaire, un outil de dumping contre nous? Dumping social, dumping fiscal, dumping environnemental, dumping sur le droit des consommateurs. Si c'est ça, il n'y aura pas d'accord de commerce. Donc nous devons prendre des précautions, et nous avons prévenu les Britanniques que nous étions ouverts à un accord de libre-échange, comme l'a dit M. Johnson, 0 tarif, 0 quota. J'ai ajouté 0 tarif, 0 quota, 0 dumping. Et donc nous allons négocier un accord de commerce avec un cadre, ce qu'on appelle ça en anglais de level playing field, un cadre de règles du jeu pour limiter les risques de dumping. Nous savons bien que la concurrence fait partie de la vie, mais nous voulons un accord de free and fair trade. Et voilà l'enjeu de la négociation qui va commencer. Je répète que toutes ces marches, on peut les descendre. Ils les descendent en raison de leur propre ligne rouge. On peut remonter l'escalier. Toutes les options sont ouvertes, elles sont sur la table. C'est le choix des Britanniques et nous attendons le choix qu'ils feront jeudi prochain. Par exemple, M. Johnson est là, et seulement là, M. Corbyn est là. Il veut, lui, un accord d'union douanière avec nous. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Je termine, mesdames, messieurs, avec la deuxième question que j'ai posée à M. Farage à la fin de notre entretien. Stimulant, encore une fois. Je lui ai dit, M. Farage, j'ai bien compris, merci beaucoup de vos explications, j'ai mieux compris ce qu'il faut comprendre. Quand même, vous avez gagné le Brexit, vous avez voulu le Brexit, nous sommes en train de le faire, le traité est presque là. Comment vous voyez la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit? Quelle est votre vision? Il me répond, M. Barnier, no problem. After the Brexit, the EU will no longer exist. Je ne dis pas que c'est l'intention de tous les Britanniques, loin de là. Beaucoup d'entre eux souhaiteraient rester. Ce n'est pas l'intention de tous les conservateurs que de nous détruire. Mais c'est son intention à lui et à quelques-uns de ses amis. Et il faut la connaître, cette intention, pour
défendre nos intérêts dans la négociation, c'est ce que nous faisons, ne pas nous laisser détruire. Et puis, si vous me permettez de revenir aux leçons du Brexit, il y a des leçons politiques qu'il faut tirer à tous les échelons. Quand vous regardez les raisons pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe, il y a bien sûr des raisons proprement britanniques, comme il y a eu des raisons proprement françaises au vote moins grave sur le référendum de 2005. Mais il y a des raisons qu'on trouve partout, notamment dans les régions les plus pauvres du Royaume-Uni, les Midlands et autres, où vous avez la désertification industrielle, les services publics qui n'existent plus, le sentiment d'être abandonné, le sentiment de ne pas être protégé. Je recommande de faire attention à ce sentiment populaire qu'il ne faut pas confondre avec le populisme. Le populisme, il utilise, il exploite le sentiment populaire. Mais ce sentiment populaire, on le retrouve à peu près partout dans certaines régions. Quand vous regardez les raisons pour lesquelles Mme Le Pen obtient dans certaines régions, monsieur le député, chez vous, parfois 48-49% des voix, hein, quelle est la raison du vote extrême? Vous retrouvez un peu partout les mêmes courbes qui sont parallèles. La courbe du vote Le Pen, elle suit la courbe du chômage. Elle suit la courbe qui exprime la distance de votre maison à une gare. Et une quatrième courbe qui est parallèle, c'est la distance de votre maison à un médecin. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire, alors il ne faut pas s'étonner du risque qu'on prend pour l'Union européenne. Et il y a des réponses à ça. Il y a des réponses locales dans les circuits courts agricoles, dans les services publics qu'on doit mutualiser, puisqu'on ne peut plus les avoir dans toutes les communes en même temps. Il y a des réponses régionales avec les services publics de transport. Il y a des réponses nationales. Personne n'a obligé la France ou l'Angleterre à abandonner son industrie depuis 30 ans. Et nous avons abandonné notre industrie. Je le sais comme quelqu'un qui a présidé un département qui est aussi, pas seulement le département des sports d'hiver, mais de grandes usines comme Ugine et d'autres. Nous avons abandonné notre industrie. Les Allemands ne l'ont pas fait. Les Italiens ne l'ont pas fait. Les Suédois ne l'ont pas fait. Et il y a des réponses aussi européennes, évidemment, en ayant, comme le fait d'ailleurs, comme le demande le président de la République française actuelle, M. Macron, moins de naïveté dans nos échanges, plus d'outils de protection, qu'on sache simplement, par exemple, c'est une demande que M. Macron a soutenue et que j'avais moi-même initiée sans beaucoup de succès quand j'étais commissaire, qu'on sache qui achète quoi chez nous, qu'on ait un observatoire des investissements étrangers en Europe, qu'on sache quels actifs stratégiques sont achetés par qui. Rien que ça. Il y a quelques années, quand j'avais proposé ça, je me suis pris la porte dans la figure en disant c'est du protectionnisme à la française. Non, non. Moi, je suis libéral, je ne suis pas protectionniste. Je suis pour certaines protections. Je pense d'ailleurs que la bonne protection en Europe, c'est non pas d'être protectionniste, mais d'investir ensemble. Sauf qu'il ne faut pas être naïf. Donc voilà, il y a des réponses à tous les niveaux, mais je recommande de faire très attention. Et finalement, je recommande aussi, c'est le dernier message que je voulais vous dire, de prendre soin de l'Europe, parce que c'est vital d'être européen en plus d'être patriote. Vital. Je voudrais vous montrer 2 dernières slides qui sont importantes. La première, elle a une histoire, c'est celle que M. Cameron, vous vous souvenez de M. Cameron, hein, a publiée il y a 6 ans, quand j'étais commissaire au marché intérieur, pour soutenir ce que je faisais, non pas sur la régulation financière, mais sur le marché intérieur. Et il a voulu faire cette slide pour montrer l'importance d'être ensemble. Dans le G8 aujourd'hui, ce n'est pas le G8 officiel, c'est le G8 économique, tel qu'il est. Il y a aujourd'hui 4 pays européens sur 28, 4 sur 28 qui font encore partie du G8, des principales puissances économiques du monde. Et tous les 10 ans, au rythme probable de l'évolution des autres et de la nôtre, mesdames, messieurs, dans ce monde d'aujourd'hui tel qu'il est, qu'il faut bien regarder les yeux ouverts, plus personne ne nous attend. Parfois on nous espère encore, dans certaines régions du monde, plus personne ne nous attend, plus personne ne nous demande la permission. Et ce que nous ne faisons pas pour nous-mêmes, Européens, ce ne sont pas les autres qui vont nous le faire pour nous. Donc tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau. Et en 2050, l'Allemagne est presque sortie, elle est le dernier pays européen à faire partie du G8. Voilà. J'ai utilisé les mêmes chiffres pour montrer ce que ça donne si on reste ensemble ou si on est seul. Voilà, si on reste ensemble, on reste à la table, même si on recule, parce que les autres ne nous attendent pas. Mais si on est seul, on est éjecté du tableau. Voilà. Ça, c'est le contexte géopolitique ou géoéconomique du Brexit.
Voilà pourquoi je veux dire en conclusion, parmi les leçons, j'en ai dit quelques-unes du Brexit, au-delà de la vérité que l'on doit aux citoyens, ça fait partie de la vérité. C'est le monde tel qu'il est. Si on n'est pas ensemble, l'Union à 27, on est derrière la table. Et on regarde comme spectateur ce que les Américains et les Chinois décident pour nous. Moi, je ne me suis pas engagé en politique il y a assez longtemps pour être spectateur. Voilà. Merci de votre attention.